L'Union internationale des architectes est une NGO et on est soumis à l'UNESCO. Je voulais juste compléter ça. Comment un architecte il arrive à entrer dans ce réseau qui se décline comme un body of knowledge? J'ai été invité à Toronto en 2013 au séminaire et ce séminaire m'a ouvert les yeux, m'a permis d'avoir des réponses à des questions que je ne trouvais pas en France, notamment sur qu'est-ce que c'est le Lean-led design, c'est quoi salutogenic design et comment on peut trouver les réponses. Je vais vous montrer vite fait, c'est un séminaire qu'on a fait à Florence où David Allison nous a montré un dessin de l'hôpital du futur, qui est un hôpital sans mur. L'hôpital c'est plus le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui, mais dans le futur, il va être un réseau, il va être virtualisé dans l'Internet et il va être défragmenté dans des petits services qui sont dans leur proximité, les laboratoires dans les gares, et tout ça c'est en cours. Et les architectes, en France, on n'a pas de réflexion là-dessus, car nous, si on regarde l'évolution d'un projet, on intervient dès que beaucoup de décisions sont déjà prises, notamment sur le programme. Notre groupe de travaille également sur la maîtrise des coûts dans la construction des bâtiments. Si on regarde le bâtiment, il a un tout petit part dans les coûts qu'il va engendrer en tant que coût opérationnel et puis comme coût social. Et là aussi, on est en train de travailler avec l'IHF pour faire un guide qui aide aux hôpitaux et responsables des hôpitaux de travailler et de faire les bonnes décisions. À la demande, j'ai demandé alors c'est quoi le Lean-led design, comment on voit l'architecte aux États-Unis et pourquoi les architectes ont un tel poids dans les décisions des hôpitaux. Donc on a été invité par George Mann de Texas A&M de faire une conférence et avec notre délégation française, alors on est allé là-bas et on a regardé et nous ont parlé de leur master plan design. Et ils ont présenté le Texas Medical City. Le Texas Medical City, c'est une vraie ville qui, si on compare ça à Manhattan ou au Loop de Chicago, donc c'est une vraie ville. Cet centre hospitalier rassemble 7000 lits. On a 105 000 employés et on a aussi l'avantage que dans ce grand réseau, on rassemble donc les soins, l'éducation et la recherche. Et il y a 56 membres institutionnels qui sont rassemblés. Donc entre Rice University, on a tous les grands hôpitaux et aussi Texas A&M avec le Health Science Center. Nous avons également donc une organisation qui s'occupe de toutes les infrastructures. Ça commence avec la sécurité, la prévention des risques, la maintenance. Et si on regarde dans la ville, le campus se trouve ici. On a le campus de recherche de ce côté-là et on a le Rice University ici. Le master plan, il a été commencé dans les années 50 déjà avec des architectes SOM. Et l'idée du master plan, c'est de regrouper les non-profit organizations, donc les hôpitaux de ce côté-là, séparés par une rue des parties commerciales qui sont les hôtels qui sont adossés. Le site, il est complètement innervé par des skywalks qui sont reliés au parking autour. Donc on voit déjà une réflexion architecturale d'urbanisme très avancée. Et dès qu'on se balade là-bas, on ne voit pas un seul lien logistique, pas une cour de livraison, pas des poubelles, car ils n'ont pas honte de faire appel à Imagineer de Disney pour développer les logistiques souterraines qui relient tous les réseaux. Et ils ont aussi eu le grand sinistre en 2001, ce qui les a avertis que l'hôpital a un rôle aussi important dans la prévention des risques, notamment naturels. Puis ils nous ont fait visiter, c'est quoi? C'est un campus où il y a le MITI, qui est un peu l'équivalent de l'IRCAM, du professeur Maresco, qui s'occupe de la formation et également de la recherche. Il travaille
en lien étroit avec la NASA. Et puis, il y a aussi les startups. Et donc, le Texas X, ils ont créé des espaces pour les startups, des incubateurs, pour les intégrer dans le quotidien, de leur donner accès aux hôpitaux, pour qu'ils peuvent vraiment profiter de cette infrastructure et pour ramener et pour accélérer l'intégration de la recherche et des applications dans la vie quotidienne des hôpitaux. Et un deuxième projet, c'est le TMC IRS, qui regroupe les grands centres de recherche de Texas A&M, Anderson and University of Texas sur le site. Et là, ici, on a les incubateurs, de l'autre côté, l'hôpital. Et pour les relier, ils cherchaient un projet sur un parking délaissé. Et ils ont inventé ce projet pour créer un lieu public qui relie la recherche, les startups avec le centre hospitalier, en créant une plaza qui intègre des salles de réunion, des centres de conférences, adossés à des laboratoires pour la recherche, également les startups de ce côté-là. Et ainsi, le campus relie à travers ce bâtiment et il y a une fusion entre la recherche et la pratique hospitalière. Voilà une vue sur cette plaza. C'est un projet de Gensler. Et là aussi, les architectes, c'est eux qui ont été le moteur de ces projets, car ils ont vu la nécessité d'un lieu d'échange et de rencontre entre les chercheurs et le monde hospitalier. Un deuxième projet, maintenant, comment nous, les architectes, on peut vous amener quelque chose pour les sites hospitaliers si on intervient en amont des programmistes. Ça, c'est le temple Ise au Japon. Et on a travaillé avec l'université, avec Yasushi Nagasawa de Kakakuin University, et aussi avec Texas A&M. Et ils nous ont dit, regarde cette image, tous les 20 ans, ils détruisent le temple et ils le reconstruisent. C'est le savoir-faire qui est protégé et pas le bâtiment. Ça veut dire quoi pour nous? Et alors, avec notre délégation suisse et avec nos amis et collègues néerlandais, on a réfléchi et on a développé, et nous on est sur un projet, c'est un campus en France, Strasbourg. Notre cabinet avait fait un hôpital. À l'époque, on voulait tout bien faire, on a fait les salles d'opération et de part et d'autre, on a, comme on nous a appris, des extensions futures pour intégrer toutes sortes de programmes. Voilà, ça c'est les espaces en attente. Le premier programme arrive, le centre de la chirurgie guidée par l'imagerie de Maresco, et boum, ils le mettent à côté. On s'est posé la question, comment ça se fait? Le grand problème, c'est que le centre hospitalier, c'est un bâtiment très particulier. Il y a des secteurs d'examen, l'administration, des installations techniques complexes et une logistique. Donc on ne peut pas trouver un bâtiment plus complexe. Et en plus, il y a la complexité de la conception des hôpitaux. Il y a une spécialisation croissante de la médecine, des exigences très élevées, le progrès technologique, bien sûr, et surtout des usages multiples et complexes. Il y a des espaces qui sont utilisés par plusieurs personnes et personne ne sait faire ou s'imposer sa vision. Et dans les réunions, alors, on se retrouve avec des gens qui ont une idée complètement différente de l'hôpital qu'on doit construire. Les carences fréquentes des hôpitaux actuels, c'est qu'il y a une quantité et organisation insatisfaisante des espaces. Les installations techniques, souvent, sont vétustes. Il y a une remise à jour pour correspondre aux réglementations. Et la taille et standing des chambres est insuffisante, mais on a une offre trop élevée de lits. Il y a le manque des services ambulatoires, notamment en France, et il y a des différents niveaux d'étages et différentes hauteurs qui rendent impossible de relier les bâtiments. Maintenant, les architectes, ils ont développé des structures flexibles, mais là, il y a un piège. Il y a le piège des constructions évolutives, car on doit préinvestir dans l'hôpital pour l'adapter au futur, un futur que personne ne sait et que l'on connaît. Et les transformations demandent des opérations tiroirs et des constructions provisoires, même dans des bâtiments évolutifs. C'est-à-dire, toujours, il faut savoir que ces investissements, finalement, sont inutiles. Un hôpital peut être réalisé d'une façon bien plus économique. Le monospace, il représente un peu ces hôpitaux super flexibles, mais toujours dans ces structures,
il y a le problème ce n'est pas la flexibilité, le problème c'est les cycles de vie inégaux entre les différentes parties de l'hôpital. Par exemple, on a les plateaux techniques qui ont une durée de vie de 15 ans, pendant que l'administration, la logistique ou l'hébergement sont plutôt entre 35, 40, voire 50 ans. Et donc, le grand problème, c'est qu'on est en train de déterminer la durée de vie d'un bâtiment par le point le plus faible ou la durée de vie la plus faible, c'est-à-dire celle du plateau technique. Car nos hôpitaux sont imbriqués, c'est-à-dire dès qu'on intervient sur le plateau technique, les autres services sont affectés. Et voilà, c'est l'emboîtement constructif, cette mixité verticale et horizontale et des services toujours fonctionnels qui doivent être sacrifiés prématurément pour en rénover d'autres vétustes. Ça, c'est une approche coûteuse dans le temps. Ça, c'est un exemple qu'on a travaillé avec notre homologue suisse, M. Limacher. C'est près de Zurich, un hôpital qui a été construit dans les années 32. Et successivement, ils ont mis en place les différentes extensions. Et on a regardé ça sur 10 ans, ce qui s'est fait, ce qui s'est construit comme intervention avec des bâtiments, des surélévations, des extensions, des bâtiments provisoires qui sont replacés, des transformations. Et du coup, on voit la multitude des projets. Et après 5 ans d'études, on est arrivé à un constat que l'hôpital il est congestionné, on ne peut plus faire une extension, on ne peut plus arriver à résoudre le problème d'une future extension. C'était notamment quand il y avait les extensions au sud, où finalement on a constaté qu'il n'y a plus de moyens d'intervenir. Là, c'était le exit, et puis on a demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas faire toutes ces transformations, ils ont un impact sur l'hôpital. Il y a des émissions de bruit, de poussière. Il y a, comme je disais, des opérations tiroirs avec des algécos, des modules qu'il faut ramener, qui coûtent cher. Et tout ça représente une grande nuisance pour les patients et les soignants, ce qui impacte le chiffre d'affaires de l'hôpital qui doit fonctionner en mode dégradé. D'où alors l'idée, il faut harmoniser la durée de vie des bâtiments. Il faut anticiper les travaux de rénovation et une prise en compte de processus de travail. Donc, il faut développer des nouvelles structures hospitalières. Comment faire ça? Il faut combiner des services qui ont des cycles de vie comparables. Il faut structurer, il faut des structures bien sûr modulaires, ça c'est clair, mais aussi prévoir des réserves foncières pour le remplacement et l'extension du bâtiment. Ça c'est très important. Combiner des services ayant des cycles de vie comparables et prévoir des réserves foncières pour le remplacement et l'extension du bâtiment. Et les Néerlandais, ils ont divisé les carcasses des bâtiments en une partie hôtellerie, office, l'usine, qui est toute la logistique, et les plateaux techniques. Donc maintenant, comment on peut faire une transition par étapes où on garde l'existant sans le démolir, sans perdre cet investissement, tout en assurant qu'on est toujours dans des constructions neuves. Et ça, c'est l'hôpital, le Life Cycle Hospital. On est capable de partir d'un constat ou un dysfonctionnement absolu à un grand fonctionnement, tout en gardant en activité des parties et jusqu'à leur fin de vie, puis on peut les casser et remplacer. Et on se retrouve dans ce concept. Ici, alors, on a fait donc l'hébergement, un plateau technique derrière. Et phase par phase, on a recréé une entrée ici. Tout est relié par cette galerie. Et étape par étape, on continue à reconstruire l'hôpital tout en gardant l'existant qui n'est pas démoli. Donc, ce n'est pas du tabula rasa, mais étape par étape, on arrive à changer cet hôpital et le transférer dans un hôpital neuf. Car ce qu'on ne veut pas, c'est un hôpital où il y a du neuf et de l'ancien qui sont mixés, qui restent et qui impactent toujours le fonctionnement. Alors ça, c'est une version radicale de repenser notre hôpital, de dire pourquoi garder l'ancien, pourquoi tout casser. On peut très bien reconstruire à neuf si on garde cette parcelle foncière. Et si on a un bâtiment neuf, on avait convaincu le ministère de Santé du Luxembourg de travailler avec nous sur les hôpitaux du Life Cycle.
Et on a participé au concours, notre cabinet, ça c'est le CHL au Luxembourg, il y a la nouvelle maternité, il y a l'hôpital des enfants et il y a l'hôpital existant qui doit être transféré ici. Dans le futur, ce foncier va se libérer. Et alors, dans les constructions neuves, c'est pareil. Le plateau technique, tout ce qui est de cycle de vie inférieur à 10 à 15 ans, on va le mettre dans une enveloppe plutôt industrielle, avec des grands portés, avec une structure simple. Ici, on a mis un cocon autour de la façade pour permettre que la façade en arrière, elle peut être transformée et adaptée sans que ça demande une remise en pause, reposer un permis. Et pendant que l'hébergement est un bâtiment qui va rester et qui va durer, où on va investir et créer des façades un peu plus coûteuses, et on peut se faire plaisir de créer des jardins. Voilà une autre vue sur le bâtiment, la galerie qui relie les bâtiments et qui permet dans le futur une extension. Ici, le socle logistique qui relie toutes les parties du bâtiment. Donc, on reste dans un bâtiment avec des très courts cheminements et très efficaces. Et toujours cette galerie qui relie les niveaux, qui sont reliés par des passerelles avec l'hébergement et les consultations de l'autre côté. Pendant que, ça c'est l'hébergement, ici on voit alors comment se décline dans le futur ce bâtiment. On a le plateau technique en 2 modules, et on a ici, dans le futur, alors le foncier qui se libère. Un des modules peut être cassé, tout le reste de l'hôpital reste intact, et on peut construire sur cette parcelle pour avoir un hôpital toujours neuf et toujours, qui fonctionne toujours avec la technologie d'aujourd'hui sans avoir le compromis et à gérer le passé. Donc en 2018, nous on va faire, et on a besoin de votre aide, car nous on va rassembler, on a vu les délégations du Japon qui vont venir en mars 2017 voir les hôpitaux en France. Et en 2018, donc, le grand séminaire qui va rassembler tous nos collègues qui viennent de 60 pays et qui vont vous montrer ce que c'est l'UIA et quelle est cette force de notre body of knowledge qui peut vous apporter toutes les questions. Merci.